À certains égards, nous regardons la Grèce avec notre cœur. Nous l'aimons pour ce qu'elle a donné à notre civilisation et nous la haïssons quand elle trahit les valeurs qu'elle-même nous a cédées. C'est pourtant un pays européen comme un autre qui, durant les guerres coloniales, va s'étendre, s'ouvrir des marchés par ses conquêtes dans les Balkans et s'unifier en un État-nation viable. Mais ne vous y trompez pas, son histoire a une particularité tragique, celle d'être le miroir de notre évolution humaine, parce qu'elle exhibe au grand jour, mieux que tous les autres, les démons qui ont ébranlé notre histoire contemporaine. Il est difficile de constituer un pays stable avec des problèmes de revendication territoriale tels que ceux que la Grèce a été appelée à affronter durant 2 siècles. Je ne pense pas qu'il faille regarder chichement ce fait d'armes. Il a évidemment fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances, beaucoup de deuil, mais le but a été atteint. À la fin, on se demande où est passé tout l'argent produit pendant toutes ces années. Nous l'avons investi. Nous l'avons investi. Notre histoire commence dans les années 30, dans un monde occidental brutalement secoué par les convulsions d'un capitalisme en crise, où des factions entières des sociétés sont menacées dans leur existence même. Un monde qui prépare une nouvelle guerre comme solution aux violents conflits internes des classes dominantes entre elles. La Première Guerre mondiale liquide la surproduction capitaliste qui s'est accumulée entre 1873 et 1913, mais la liquide insuffisamment. Je dirais que les destructions de capital sont insuffisantes pour assainir le taux de profit. Finalement, la nouvelle crise systémique est une crise très rapide, puisqu'elle se déclenche en 1929, qu'elle devient, au sens propre, elle est vraiment systémique en 1931, c'est-à-dire avec la crise de la dette allemande, qui est une crise d'ailleurs très semblable à la crise actuelle de la dette. C'est là que vraiment le système vacille sur ses bases, avec les faillites en cascade de 1931, l'Allemagne en situation de faillite, qui entraîne dans sa faillite l'impérialisme anglais, parce que la Grande-Bretagne a été un énorme financier, comme les États-Unis, comme la France, de l'Allemagne, et notamment d'ailleurs du réarmement clandestin de l'Allemagne, puisqu'il a recommencé en 1919. Et donc, on entre à partir de 1930 dans une crise de repartage qui est extrêmement violente et dont on sous-estime l'importance du repartage avant même 1939. Alors, l'intensité de la crise systémique de 1929, années 30, ça provoque des phénomènes tout à fait contradictoires. Ça provoque d'abord, c'est incontestable, une réaction, je dirais, de paralysie de la population qui fait penser au comportement d'un lapin ou d'un animal pris devant les phares d'une voiture, c'est-à-dire
d'abattement, de tendance à la résignation, au désespoir, tendances qui sont d'ailleurs en bonne partie la sanction de campagnes de propagande permanentes, une campagne qui est exactement la même que celle des dernières années. Vous avez vécu un paradis, vous ne trouverez plus jamais de travail, vous n'aurez plus jamais de travail définitif. Cette campagne qui semble très neuve aujourd'hui, c'est une campagne qui a parcouru toutes les années 1930. Elle a été très efficace, c'est-à-dire que dire aux gens « vous êtes très malheureux », vous êtes dans une situation désespérée, mais réfléchissez bien. Votre situation de désespoir est moins grave que si vous faisiez le pas pour changer de société, c'est quelque chose qui a été extrêmement efficace et dont l'efficacité est démontrée aujourd'hui, puisque dans une période où le grand ennemi depuis 1917 a été abattu, vous avez finalement une utilisation du loup-garou bolchevique qui est aussi intense dans les pays capitalistes soumis à la crise systémique qu'elle l'a été dans les années 1930. Toutes les grandes idéologies, tous les grands courants d'idées, tous les grands changements de l'Europe, tous, on les retrouve en condensé en Grèce. Pour faire repartir le taux de profit, il faut détruire le capital excédentaire. Alors ça se fait parce qu'il y a des tas de petits, de moyens, voire de grands capitalistes qui font faillite, pas les très grands. Hein. Ils ont des moyens de se défendre, et notamment étatiques. Et puis, au XXe siècle, comme au XXIe, il faut casser les salaires. Comment faire? Eh bien, il faut trouver une forme politique qui permettent le point tellement violent que, bon an, mal an, bon gré, mal gré, la classe ouvrière, les petits paysans, les petits artisans vont accepter de se soumettre à un régime terrible. C'est ça la solution fasciste. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. La Première Guerre mondiale a consacré l'entrée des économies occidentales dans une économie dirigée, dans une économie de guerre, et cela exige des hommes à poigne. En Grèce, un coup d'État met au pouvoir le général Métaxas. C'est un militaire qui va mater toute contestation. Les salaires baissent considérablement, les chiffres de l'économie grecque prospèrent à nouveau, les hommes souffrent. En économie capitaliste, il n'y a pas de miracle. Οικογένεια. Αναγέννησης της Ελλάδος και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires, ou plus exactement d'évolutions politiques dans nombre de pays européens, c'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Un des facteurs qui a précipité la prise du pouvoir dictatorial de Métaxas a été la révolte ouvrière avec des grèves durement réprimées, dont la plus importante, en mai 1936, à Thessalonique, a fait un grand nombre de morts parmi les ouvriers grévistes. Ces confrontations font peur à l'oligarchie grecque au pouvoir. Elle se sent menacée. Alors Métaxas lui promet une politique autoritaire pour les années à venir qui va éliminer toute contestation.
Au contraire de ce qui se dit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup et qui est faux, qui est avéré faux par toute consultation sérieuse d'archives, c'est le grand capital qui a choisi la solution fasciste. C'est clair, c'est particulièrement clair dans le cas allemand, enfin c'est clair dans tous les cas. Bon, on ne va pas réciter le bottin, mais c'est particulièrement clair dans le cas allemand où vous avez une conjonction des grands prêteurs internationaux, des grands créanciers internationaux qui viennent se mettre d'accord avec le capital vernaculaire, avec le capital intérieur, national, pour dire « vous allez gentiment nous payer la dette énorme que vous avez contractée et pour ce faire, vous allez être obligés de mettre votre population au régime sec ». Ça veut dire baisse des salaires réels de 50% de plus, parce que ça aboutit à ça. Ça veut dire acceptation par la petite paysannerie du blocage de son pouvoir d'achat, de la baisse de son pouvoir d'achat. Ça veut dire acceptation par la petite industrie de la baisse de ses profits, voire de la disparition de ses profits, qui prend un caractère caricatural en Allemagne, où, par exemple, à partir des lois de 1933-1934, le petit capital est obligé de fermer boutique pour s'embaucher dans la grande industrie qui va préparer la guerre. L'Allemagne de la grande industrie, de la grande banque, a littéralement mis en esclavage tout le reste de la population. Et il n'y avait aucune erreur, absolument aucune, sur les objectifs, c'est-à-dire que personne n'avait le moindre doute sur le fait que le repartage s'opérerait par la voie guerrière. Et de 1931 à 1939, la question qui se pose n'est pas de savoir s'il y aura guerre, la question est de savoir quand il y aura guerre. La Grèce ne peut pas rester neutre. La neutralité n'est pas une option, car la politique et les intérêts de l'Italie dans la seconde moitié des années 30 ont comme point de mire la Grèce. Si l'Allemagne nazie cherche à conquérir l'Europe à l'Est comme à l'Ouest, l'Italie, quant à elle, veut fonder un empire en Méditerranée. Il est important de comprendre l'importance géostratégique et la valeur de la Grèce pour le Royaume-Uni. Il la considère, en raison de sa position géopolitique, comme un allié stratégique pour la planification et les communications de l'Empire britannique. Traditional service of the Empire. La Grande-Bretagne entre en guerre contre l'Italie. La Grèce lui emboîte le pas avec réalisme, car l'Angleterre détient 50% de sa dette nationale. Ioannis Metaxas ne goûtera pas la victoire de l'armée grecque sur celle de Mussolini, première victoire alliée contre les forces de l'Axe. Il meurt avant. Les forces armées allemandes viennent au secours de leur allié italien. La Bulgarie ouvre ses frontières à leur avancée. Le 1er juin 1941, la Grèce est conquise. La triple occupation allemande, italienne et bulgare la ravagera. Un des objectifs premiers des forces d'occupation est de signer des contrats avec les entreprises grecques. Leur confiscation pure et simple n'est pas une option dans le modèle économique nazi. Le but est de faire tourner les usines exclusivement à leur profit. On trouve dans des documents datant de l'occupation certains cas d'industriels grecs qui protestent et exigent d'être payés en or, en actions ou en diamants,
et non plus en drachmes sans valeur. C'est la conséquence d'une inflation galopante. Les forces d'occupation, de peur de perdre ses fournisseurs et de devoir donc chercher les produits sur le marché noir, chose bien plus difficile, cèdent, la plupart du temps, aux exigences des industriels grecs. Le profit, comme motivation principale du capitalisme, allait continuer d'exister, même sous l'occupation. L'Allemagne nazie fait attention de bien rétribuer les familles allemandes. Elles perçoivent près de 85% de la solde des soldats mobilisés. Elles bénéficient également de cadeaux, saisis en masse dans les pays occupés, que rapportent les permissionnaires ou qui sont directement envoyés par l'armée. Pour le régime nazi, il est important que les Allemands ne manquent de rien. Les forces d'occupation ne se soucient guère de l'approvisionnement de la population grecque. Dès l'été, les manques se font sentir dans les villes. Des signes avant-coureurs indiquent clairement qu'il y aura un gros problème de ravitaillement. Mais les occupants ne font rien. De son côté, la Grande-Bretagne ne fait rien non plus. Elle est dans une logique de guerre et ne veut pas qu'une aide alimentaire éventuelle puisse tomber dans les mains de l'ennemi et nourrir ainsi les forces allemandes. Ajoutez à cela l'incapacité du gouvernement grec d'organiser l'approvisionnement des villes et de prévoir un système de coupons alimentaires. Tous ces facteurs réunis conduisent à la famine tragique de l'hiver 1941 à Athènes. We Germans must number twice the population of our neighbors. Therefore, we shall be compelled to destroy 1/3 of the population of all adjacent territories. We can best achieve this through systematic malnutrition. Cela concerne bien entendu des milliers de personnes à la recherche de nourriture pour leur famille. Et s'il leur en reste un peu, ils la vendent au marché noir contre un peu d'argent pour repartir s'approvisionner à la campagne, et ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas cette possibilité, ni les contacts nécessaires pour faire du marché noir, sont obligés de vendre tout ce qu'ils possèdent, en échange d'un peu d'huile, d'un peu de farine ou de pommes de terre. Cet appauvrissement des classes moyennes, et évidemment des classes ouvrières, crée un terrain fertile à la radicalisation de la population. Ces gens ont tout perdu. Ils ont perdu des membres de leur famille à la guerre, morts de faim ou de maladie, et il ne leur reste plus rien. Par conséquent, la résistance se présente comme une solution. Pour beaucoup de gens, c'est une solution. Résister, c'est ne plus accepter de vivre indéfiniment une vie de pauvre, dans une maison misérable, avec des enfants illettrés, sans accès aux soins, sans opportunités. Cela peut paraître cliché, mais dans la Grèce des années 40, les barrières de classe étaient infranchissables. Pour la bourgeoisie allemande, la vie semble couler paisiblement et les partenariats industriels et commerciaux suivent leur cours normal. L'ASS collabore systématiquement avec d'innombrables entreprises, petites et grandes, ce qui va coûter la vie à des millions de personnes. Befehl ist Befehl. Les ordres sont les ordres. Befehl ist Befehl. Les ordres sont les ordres. Dans les camps de concentration, un travailleur dure en moyenne moins d'un mois, à cause du froid, du manque de nourriture et des cadences infernales. C'est la plus forte pression sur salaire jamais tentée, pour des profits censés être extraordinaires. Chaque juif représente une menace. Même le dernier juif vivant représente encore une menace.
Les négociations sont nombreuses entre les dirigeants de la communauté juive et les forces allemandes avant d'arriver en mars 1943, où les Juifs sont chargés dans des trains. À diverses reprises, de grosses sommes d'argent, des fonds énormes leur sont demandés et des familles entières ont donné leur fortune, leurs bijoux, leur or, en espérant qu'ainsi, elles allaient racheter leur vie. Ils ne comprenaient pas que le contexte avait totalement changé et qu'il était vain d'espérer. Toute négociation n'était qu'un pillage pur et simple. C'est avec une partie de ces sommes réunies par les familles juives que vont être payés les billets de train, comme s'il s'agissait d'un simple voyage. Ceci est valable pour toutes les déportations des Juifs d'Europe. D'une façon générale, les déportations ont été payées par les Juifs eux-mêmes. L'Allemagne volait l'or, mais pas seulement l'or des Juifs, elle volait l'or des banques centrales. Elle a volé l'or de l'Autriche, elle a volé avec l'assentiment de la Banque des règlements internationaux. Le vol le plus important a été celui de la Banque nationale de Belgique avec la complicité des Français, puisque la France avait l'or de la Banque nationale de Belgique et qu'elle l'a gentiment cédé aux Allemands. L'Allemagne était un débiteur considérable des États-Unis. Elle est devenue un centre d'accueil des capitaux gigantesque, américain, mais aussi de tous les pays impérialistes européens, Angleterre et France en tête, sans oublier les Suisses, et tous les autres. Tous ces gens qui ont beaucoup prêté à l'Allemagne ont une espèce de terreur, c'est que le dictateur au change, pour le nommer Hjalmar Schacht, décide qu'on ne paiera pas. Ce qui ne serait pas gentil, parce que toute la campagne de séduction auprès des Américains notamment a consisté à dire, et les Allemands ne se sont pas privés de le dire, et Krupp l'a dit, et tous les grands industriels et banquiers l'ont dit, avec le petit télégraphiste Hitler pour le répéter, ne vous inquiétez pas, nous vous promettons que nous honorerons la dette de l'État allemand sans oublier un sou. Et c'est cette dette-là qui est payée en or volé via la BRI de 1933 à 1945, avril, dernier versement à Berne. En Europe, les choses se stabilisent. Les gouvernements collaborateurs font leur part du marché pour les forces de l'Axe. En Grèce, le gouvernement désigné par les forces d'occupation finance des bataillons de sécurité chargés d'assister les nazis dans la lutte antiterroriste contre la résistance. Bâtie autour des communistes, la résistance jouit d'un très large soutien populaire. Les embuscades sont quotidiennes, les sabotages aussi. Les manifestations fréquentes sont réprimées dans le sang. We shall leave an inheritance of ruins, stone heaps, threats, epidemics, hunger and death, and thereby Western civilization shall decline. À la Libération, la défaite du nazisme allemand et la faillite du fascisme européen ont forgé une mentalité qui restera pour quelques années radicalement antifasciste et en même temps plus ou moins anticapitaliste. La situation économique et monétaire de la Grèce laissée par la gestion allemande est catastrophique. La visite nazie aura duré 3 ans et demi, mais les dommages pour l'économie vont durer jusqu'au milieu des années 50.
La Banque de Grèce dit qu'entre 1941 et 1944, l'inflation cumulée durant ces 3 années a été de 2,3 milliards de pourcents. Des billets libellés en dizaines de milliards ne permettent même pas d'acheter un neuf. Children prowling city rubbish heaps for bits of food learn to disregard repudiated printing press money in their search for something of real value. New money has been issued, but no decree can restore to Greece her 1,400 devastated villages and towns, 900 of them focal centers of resistance, completely wiped out. Jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée, les gens sont condamnés à vivre une situation où l'économie tout entière, soit à cause de la forte spéculation, soit tout simplement pour survivre dans la tempête, est confrontée à un traficotage quotidien. Les effets d'une telle situation peuvent durer longtemps. Dans le cas de la Grèce, cela a duré très longtemps. Le gouvernement anglais place à la tête de la Grèce Georges Papandréou, un politicien prêt à tous les compromis. Churchill décide que le roi des Grecs doit retrouver son trône. Son lien de parenté avec la famille régnante anglaise est une garantie pour les intérêts britanniques en Méditerranée. La manière est impitoyable. 90 000 soldats britanniques sont envoyés d'Italie, armés de chars et appuyés par la RAF. Le climat politique est insurrectionnel. En décembre 1944, la confrontation est directe dans les rues d'Athènes. Après cela, il ne reste plus qu'une solution, une répression organisée et ininterrompue de tout élément jugé subversif. Le poids de la résistance dans toute l'Europe a été supporté par les fronts patriotiques populaires. Les fronts patriotiques populaires ont comme référence le communisme et l'Union soviétique. En Grèce, les prisons se remplissent de résistants communistes. C'est une originalité assez piquante que détient la Grèce. Juger les collaborateurs dans des procès factices et n'en condamner aucun. Et parallèlement, se livrer à des pratiques punitives et des condamnations tous azimuts contre ceux qui ont résisté et libéré le pays. Alors, en ce qui concerne la dénazification, la réalité est qu'il n'y a aucune dénazification économique. Les grands patrons sont là, ils ne sont pas en prison, sauf exception rarissime. L'essentiel a été maintenu de manière symbolique avec les lendemains du procès de Nuremberg, puisque, symbole au-dessus de tout, von Papen est acquitté et Chartres est acquitté, c'est-à-dire, grosso modo, des gens dont les responsabilités sont encore bien plus importantes que celles des bourreaux. Et sur le plan politique, c'est au moins aussi spectaculaire, puisque, au fond, tout le détail de l'occupation politique ou de la gestion politique américaine avec concours ouest-allemand a été établi entre novembre 1942 et le printemps 1945 à Berne, quand Roosevelt envoie comme responsable de l'OSS Europe, Holland Dulles, le frère de Foster et un des deux plus importants partenaires d'un des plus gros cabinets d'affaires, d'avocats d'affaires américains, la Sullivan et Cromwell, qui a fait l'essentiel de ses affaires dans l'entre-deux-guerres avec l'Allemagne. Tout le corps d'occupation est constitué de gens qui ont fait des affaires avec l'Allemagne avant-guerre, qui ont été parmi les créanciers les plus importants, qui ont continué à faire de manière clandestine du commerce avec l'Allemagne, mais naturellement pas dans les mêmes conditions qu'avant-guerre, et qui viennent consolider la dette en faisant de l'Allemagne le pays pivot du programme européen.
Deutschlands Hungerschrei mischte sich jetzt mit dem Schreien der Welt. Aber die Welt hat zu wenig Brot. Es reicht nicht ganz für alle. D'abord, il faut remarquer qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on n'est pas a priori dans une situation de paix sociale si facile que ça. La crise puis la guerre ont, dans des pays très différents, amené une radicalisation des populations très grande. C'est vrai pour les Grecs, c'est vrai pour des tas d'autres populations. Et ces populations ne sont pas seulement mues par l'idée qu'il faut absolument se vêtir et manger, ce qui est évident. Elles sont mues aussi par le mécontentement d'avoir vu leur position relative et absolue se dégrader considérablement. Le programme américain, comme le programme de toutes les classes dirigeantes des pays d'Europe occidentale, enfin d'améliorer encore les conditions du profit, ça passe par une période très difficile pour les classes ouvrières de tous les pays, pour les salariés de tous les pays. Dans les pays européens détruits ou partiellement détruits, ça signifie qu'on va augmenter la durée du travail, qu'on va passer de 40 à 48 heures, à 60 heures, on est allé jusqu'à des 60 heures. Et ceci dans une période de radicalisation où les ouvriers, avec quelquefois des syndicats combatifs, exigent une part de cet effort supplémentaire. Toutes les classes dirigeantes ont besoin d'une classe ouvrière calme, qui accepte des conditions de travail très difficiles et des salaires très bas. With inflation spiraling upward, the nation's already shaky financial structure was further unsettled by the constant pressure of the communists for higher wages. From their ranks will come the saboteurs, spies, and subversives should World War III be forced upon America. In Greece, communist agitations led to open conflicts and civil war. En Grèce, il y a des tas de choses spectaculaires, parce qu'en Grèce, je dirais que la politique de répression est spectaculaire depuis 1944. C'est quand même le seul pays qui, à partir de 1944, voit ouvertement revenir au premier plan des gens qui ont été des collaborateurs ouverts. C'est vrai en France, mais on ne les met pas tout de suite au premier plan. Ils sont toujours là, ils ont des positions de pouvoir, mais ils n'ont pas des positions de pouvoir aussi évidentes que les collaborationnistes grecs. Great Britain is making a great contribution to the restoration of Greece. British troops have been our honored guests and have bound even closer the many links that have united our two nations for over a century, and that they leave behind them the happiest of memories. En Grèce, la guerre civile suit son cours. La Grande-Bretagne y joue son va-tout. L'aide américaine au titre de prêt-bail qu'elle a signé en 1941 l'oblige, en cas de non-remboursement, à ouvrir l'économie relativement fermée de son empire aux appétits américains. La Grande-Bretagne ne pourra s'acquitter de sa dette. En Grèce, les Américains remplaceront les Anglais dans l'affrontement du monde libre contre l'ogre communiste. Britain had poured over $250 million into Greece since liberation. The issues were clear. Greece, only Balkan country still outside the Iron Curtain, key to the Eastern Mediterranean and the Dardanelles, it had to be kept free. If an already weakened Greece were to fall to Russia, Turkey would be outflanked. On the 27th day of February, a note was brought from London to Washington, informing our government that Britain was too poor to continue her aid to Greece and Turkey. America had been thrust into a role of international responsibility. Assistance is imperative if Greece is to survive as a free nation.
very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. Responsibilities are a privilege, an inherent American right. People who guarantee freedom by standing ready to fight against aggression. Freedom. No single word in all the languages of mankind has come to mean so much. They represent a way of life that has become the farthest advancement of mankind on this planet. To prevent communism from consuming the entire free world, there stands but one man. That man is you. Never before has one nation carried a greater responsibility for the fate of others in time of peace. On est entré dans une période exceptionnelle d'entente entre l'impérialisme dominant américain et les impérialismes dominés, dont certains sont purement et simplement des impérialismes vaincus, comme l'impérialisme allemand, pour une raison qui était fort bien analysée par les policiers dans les pays occupés, en France et ailleurs, c'est que la grande bourgeoisie de l'ensemble des pays européens avait bien mesuré que le vent du boulet était passé très près, que la garantie du coffre-fort était le soldat anglais et le soldat américain. C'est devenu le soldat américain parce que le soldat anglais n'a plus été grand-chose, et qu'il fallait avoir en tête cette prescription absolue que nul n'échapperait à la tourmente américaine et qu'il faudrait se plier sans discussion aux desiderata des Américains. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. La Seconde Guerre mondiale a été une bonne guerre, puisqu'elle mit fin à la Grande Dépression et rajeunit le capitalisme américain. En termes de profit, elle fut plus qu'une bonne guerre. Mais lorsqu'elle touche à sa fin, une grave crise s'installe. Tout l'enjeu est de passer d'une économie de guerre à une économie de paix sans trop écorner les profits. Le monde des affaires a beau jouir d'un grand prestige pour avoir gagné la guerre contre un ennemi diabolique et d'une position encore plus privilégiée dans les centres nerveux du pouvoir, rien n'y fait. La crise s'enracine. The whole situation is critical in the extreme. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we're endeavoring to put forward here. Seul un accès facile au commerce extérieur, aux matières premières, aux opportunités d'investissement peut apporter une embellie. Le plan Marshall annonce la Pax Americana et promet de poser les bases d'un libre-échange mondial, source de bénéfices permanents pour les dirigeants d'entreprises américains. Le plan Marshall fonctionne comme une carte de crédit collective. L'Europe de l'Ouest devient cliente des États-Unis. Et les États-Unis, un empire. Goods for peace and goods to safeguard that peace. Faire partie d'une organisation qui veut changer le cours de l'histoire avec une perspective révolutionnaire est quelque chose qu'aujourd'hui, nous avons de la peine à comprendre. Mais pour tous ces gens, cela voulait dire beaucoup. Ça ne faisait rien si on perdait en Grèce. On allait gagner en Chine. Et c'est cette perspective révolutionnaire qui pousse les combattants communistes grecs de la guerre civile à penser que la Grèce est un bastion de la révolution, de cette révolution internationale. Et cela est inscrit dans les pratiques du Parti communiste.
Τα δάκρυα των Ελλήνων ας ποτίσουν το ιερό του το χώμα που σκεπάζει στον αιώνιον ύπνο τους τα λαμπρά παλικάρια. Εδώ αναπαύονται εκείνοι που μας χάρισαν τη δόξα και τη λευτεριά. Ιδού και οι άνθρωποι που προξένησαν τόσες καταστροφές, οι άνθρωποι που πρόδωσαν την πατρίδα τους και θέλησαν να την παραδώσουν εις τους προαιωνίους εχθρούς της. Μια ματιά στα πόδια τους δίδει το μέτρο της οργανώσεως του δίθεν στρατού τους και οι μορφές τους δείχνουν τον πολιτισμό τους. Η ελληνική όμως ευγένεια και μεγαλοψυχία εθαυματούργησε και εδώ. Συνεκέντρωσε όλα τα άθλια αυτά πλάσματα, τα καθάρισε, τους παρεχώρησε σκηνές και προσπαθεί να τους κάνει να συναισθανθούν πως είναι άνθρωποι. Une doctrine voit le jour pendant la guerre civile, et surtout dans les années 50, quand s'installent aux commandes de l'État les vainqueurs royalistes de la guerre civile. C'est l'expression d'un durcissement idéologique qui s'exprime dans la notion de loyauté nationale. La loyauté nationale a besoin elle aussi de ces symboles. Et quoi de mieux comme symbole qu'une reine qui descend de son piédestal pour aller dans les villages et rendre visite aux enfants? En un sens, la monarchie sera utilisée pour modeler un nouvel imaginaire fantasmagorique qui ira de pair avec la soumission et la répression de tous les éléments déloyaux. Ο βασιλιάς είναι σε κάθε στιγμή στο λαό του κοντά. Στην πρώτη γραμμή του πυρός, όταν οι κομμουνιστοσημωρείτε γίνονται αληθινή απειλή για την ελευθερία της πατρίδος. Κάθε γωνιά της Ελλάδος του είναι γνώριμη και αγαπημένη. Και κάθε Έλληνας φίλος και αδελφός. Έτσι τον βλέπει, έτσι τον δέχεται, έτσι τον νιώθει. Il suffit d'analyser la situation politique du point de vue des institutions pour comprendre que les mesures d'exception adoptées par le gouvernement ne sont pas seulement faites pour combattre le communisme, mais aussi pour museler toute forme de contestation et plus largement limiter les libertés démocratiques. Le durcissement de la politique gouvernementale et la doctrine de la loyauté nationale sont des mécanismes répressifs qui enserrent toute la société. On les retrouve dans les courants d'idées, on les retrouve dans la censure de la presse et l'interdiction d'ouvrages littéraires. On les retrouve aussi dans le quotidien des gens. Les principaux instruments de cette politique sont le fichage et la surveillance. On le voit clairement dans les relations de l'État avec les citoyens de gauche. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de signer un certificat de bonne conduite sociale, sans lequel l'accès au travail dans la fonction publique leur est interdit. La mention sociale faisait allusion à une éventuelle relation avec un oncle ou un cousin qui avait fait soit partie de la résistance, soit qui avait pris part à la guerre civile du côté communiste, ou encore qui était aujourd'hui en prison. En réalité, c'est un certificat d'appartenance politique. Souvenons-nous qu'il s'agit d'une société qui côtoie une kyrielle de prisons pour détenus politiques. C'est une situation pesante. La plupart des citoyens, même ceux qui ne s'étaient pas impliqués dans la guerre civile, sont sous surveillance. C'est une réalité qui a duré plus de 20 ans. Les déclarations de repentir sont donc un moyen d'exclure des groupes sociaux entiers de la fonction publique, mais plus généralement de tout emploi lié à la fonction publique. Et bien évidemment, il s'agit là d'une stigmatisation sociale. Vous comprendrez que cela ne laisse à certains d'autre option que de choisir une voie économique alternative. Ce potentiel humain, qui n'a plus accès au domaine public, doit bien être canalisé quelque part. Ainsi se crée une petite bourgeoisie, issue des milieux de gauche, qui, paradoxalement, adopte plus facilement et plus rapidement les codes du libre marché.
Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas sous la stricte surveillance du pouvoir. Celui-ci a toujours un œil rivé sur elle. Le monde rural s'effondre brusquement. Après une période d'apogée sous l'occupation, avec en son sein l'essor de l'armée de libération nationale et la lutte des paysans contre le nazisme et le fascisme. Il subit une terrible transformation, une mutation. Il est brutalement déplacé. En un très court laps de temps, il est commué en monde des villes. Le monde de la campagne devient le monde des villes. Brutalement. C'est une mutation importante qui a façonné la société petite bourgeoise que nous vivons actuellement en Grèce. Mais ce bouleversement a fonctionné de façon étrange, contradictoire. Le caractère rural grec a une dimension toute particulière, une coloration particulière, car il associe ruralité et petite production. Autrement dit, les paysans ne sont pas simplement des agriculteurs, ils sont aussi en même temps commerçants et petits propriétaires. Is presented to ECA Administrator Paul Porter by Eftikos Protopapadakis, a Greek farmer who captured him when he was only a few days old. The agrimi of an almost extinct species was the farmer's only valuable possession, so he's sending him to President Truman in thanks for U.S. aid to Greece. Ainsi, à partir de 1949, la Grèce est majoritairement urbaine. Plus précisément, elle est un pays dont la population des villes ne cesse d'augmenter. Et dorénavant, nous parlerons d'une Grèce qui se développe comme toutes les autres économies urbaines d'Europe. À sa manière, évidemment. L'armée royale grecque, vainqueur des communistes, parade dans un pays revenu à la paix 5 ans après les autres. Les centaines de milliers de paysans ayant abandonné leur village s'entassent aux abords des grandes villes pour devenir une main-d'œuvre bon marché. La société grecque se divise en bons et mauvais citoyens. Beaucoup de vaincus de gauche signent les déclarations de repentir, la version grecque du Berufsbeamtengesetz de l'ère hitlérienne et du Berufsverbot de la RFA. Un document officiel attestant la conversion idéologique de son signataire aux idéaux du monde libre. Ολόκληρος ο λαός της Ελλάδος συμμετέσχε ενθουσιωδώς στον εφετινών πανηγυρισμών της επετείου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος Πιουριφόη, προσέρχεται εις το μνημείο του αγνώσου στρατιώτου και καταθέτει Στέφανον Δάφνης. Ενώ ανακρούονται οι ύμνοι των δύο φίλων και συμμάχων χωρών. Πυκνά πλήθη κόσμου επεφήμισαν ενθουσιωδώς τους εκπροσώπους της μεγάλης υπερατλαντικής δημοκρατίας που ευρίσκεται επικεφαλής του αγώνος για την ελευθερία των λαών. Les États-Unis se sont acquis une partie considérable du monde et il leur fallait une classe dirigeante des pays européens très dévouée et que c'est passé non seulement par un contrôle des capitaux, mais par quelque chose qui est la conquête idéologique des classes dirigeantes. Les Américains
ayant décrété en 1949 qu'il leur fallait des Van Zeeland partout, c'est-à-dire de ce banquier, haut fonctionnaire et banquier belge. La Belgique a été vraiment une sorte de ventre mou qui a servi de modèle général. Hein. Les Américains se sont fait des Van Zeeland partout. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas parce que ça n'est pas dissible dans nos pays où ça ne peut pas faire l'objet d'une grande couverture médiatique quand un historien le découvre. Du dirigeant industriel au dirigeant bancaire en passant par le dirigeant de syndicat, le leader étudiant, la CIA les contrôle tous. Et ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'études aux États-Unis, de beaucoup moins d'études ailleurs, et dont l'étude est obérée par la situation objective de dépendance dans laquelle se trouvent les classes dirigeantes d'Europe. Les Américains dominent le monde, et ils le savent. Ils se croient bénis de Dieu. Nous sommes devenus les acteurs et les producteurs de l'histoire. À vous tous, il ne vous reste qu'à étudier ce que nous créons. Les classes dirigeantes européennes cherchent à se mettre dans les bons papiers des Américains. Leur avidité n'a d'égal que le dépérissement de leur gloire passée. Constantin Karamanlis est le pendant grec de Van Zeeland, porté au pouvoir par les Américains. Il est la courroie de transmission des énormes réserves en dollars et en capitaux vers les élites nationales grecques. La capacité industrielle sans égale et la puissance militaire des États-Unis garantissent aux capitalistes américains des bénéfices extraordinaires. À ma connaissance, toutes les études économiques montrent que le volume des capitaux et les investissements tiennent un rôle central dans les gains de productivité, non seulement de l'emploi, mais aussi pour toutes les ressources d'un pays. Tout le monde s'accorde là-dessus. Les investissements, c'est la clé. La clé, c'est la vigueur de l'investissement. Today, America, by a massive rearmament program based on a speedy reconstruction of its once mighty Air Force and by a new peacetime conscription program, has already demonstrated that in a world of continuing Soviet provocation, the nation's defense will no longer be neglected. Ce qui allait devenir la guerre froide se révèle un cadeau merveilleux. Grâce à ce nouveau conflit, l'industrie de l'armement peut continuer à fonctionner comme la dynamo de l'économie. Le nouvel ennemi, l'Union soviétique, patrie du communisme, offre à l'Occident un avantage supplémentaire. Avec un tel ennemi, c'est non seulement les communistes, mais tous les partisans du changement qui peuvent être discrédités. La guerre froide va servir à supprimer toute dissidence. La Grèce, alliée fidèle des États-Unis, n'allait pas être en reste. One of democracy's strategic defenses, Greece forms an important bastion against red encroachment. Officers and men of the NATO nations worked together smoothly. Soon, to the 12 flags of the founding nations, Greece was added.